cette arme de chair qui a poussé l'homme d'ici. Je suis un rebelle et mes poèmes prennent racine dans la nuit. Je suis ma force de toutes les aventures que j'ai traversées, de ma ceinture abdominale, de mes souffrances endurées. Mon nom c'est Manga, mais Gus pour les intimes. Même si je suis devenu une star, je n'étais qu'un anonyme. Je suis ce poète qui fait du rap un peu comme le souffle. Tout le monde peut pas être un Kwame, ni même un Mandela. Alors j'ai pris mon cahier, sur le balcon de mon foyer. Bénis ceux que j'ai côtoyés. Laisse-moi te raconter l'histoire de ma vie. Enfin une partie de mon aventure, son allégorie. Je viens de recevoir cette lettre qui vient de Oujda. Et cet ami que j'ai rencontré là-bas, un frère d'armes. Et il dit grâce à toi j'ai pris une larme. Tu m'as empêché de toucher le fond, la noyade. Partout où je vais, ce Kalimba m'accompagne. Mon père me l'a offert avant de rejoindre les étoiles. Il est mon guide quand je cherche le Graal. Je vise le ciel pour toucher la grâce. Je viens de la terre et de la poussière, rougie d'une sol. D'une terre africaine qui cherche à sortir d'une sale époque. Laisse-moi te raconter d'où je viens et ce qui m'a fait partir de chez moi et viser plus haut que la tour Eiffel. Esclavage, colonialisme et mépris. Les vagues de la mer grondent en moi comme des canons du conflit. Un dur roi et fond, français avec portugais, je compte le nombre d'années qui me séparent de l'histoire des maisons. De mes pères emportés en mer, vendus à l'autre bout du monde. Noyés dans l'indifférence, attendant réparation. Les tombes des ancêtres restent ouvertes et leurs plaies laissent subirer la colère et la tristesse. J'encaisse les embruns et les flots m'obligent à dériver. Je regarde l'horizon comme si j'étais coincé. Divisé, idée brisée, vue biaisée. Je suis le démon d'une vie brisée. Mon nom c'est Manga, mais Gus c'est pour les intimes. Je réactive le micro. Bonsoir, OTEP à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de ce petit live thématique. Et je suis hyper content parce que nous avons effectivement bien avancé. J'avais annoncé un certain nombre de projets que nous avions engagés et qui étaient en cours de développement et de déploiement. Et plus les jours passent, plus nous avons en tout cas la possibilité de délivrer beaucoup plus efficacement nos projets. Et nous sommes d'autant plus optimistes que nous pensons pouvoir, en tout cas, venir vers vous avec des solutions qui sont à la hauteur de nos défis. Et c'est pour cela que nous sommes d'autant plus heureux, n'est-ce pas, de revenir à vous avec la nouvelle version de notre plateforme aquaba.org notamment. Et vous avez bien évidemment d'autres solutions de l'écosystème qui sont en cours de déploiement. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces éléments. Je suis en tout cas ravi de vous retrouver. Moi, mon prénom, c'est Quadio. Mon nom de famille, c'est Kwame. Et je milite de façon acharnée pour que nous puissions changer de paradigme, que ce soit au niveau politique, mais aussi dans tous les autres domaines,
les défis qui se présentent à nous en Afrique sont tels que, de mon point de vue, de mon analyse, nous devons être à même de changer de paradigme, changer notre façon de voir les choses afin de pouvoir apporter des solutions pérennes et efficaces, non seulement pour l'Afrique, pour nous permettre de relever nos défis, mais aussi pour permettre de relever les défis auxquels le monde est confronté dans sa globalité. Donc, il s'agit avant tout d'afficher une ambition nouvelle pour l'Afrique et de pouvoir également montrer au monde cette Afrique authentique qui est créative et qui n'a jamais tari de force de proposition afin de pouvoir faire face, n'est-ce pas, aux difficultés auxquelles nous avons été toujours confrontés. Et cette résilience de l'Afrique est reconnue partout dans le monde. Mais aujourd'hui, il apparaît clairement que nous sommes à un virage. L'Afrique est appelée à être l'arbitre dans un conflit mondial qui est en train de se, en tout cas, dans un conflit qui est en train de se généraliser. L'Afrique est appelée, à mon sens, à non pas se contenter de jouer le rôle d'observateur afin de savoir quelle puissance va pouvoir dominer l'Afrique, mais le moment est venu pour l'Afrique, justement, d'empêcher que le monde puisse franchir le cap du désastre. Et cela va requérir, bien évidemment, que nous, peuple d'Afrique, nous puissions déployer notre vision du monde qui, à mon sens, est capable de calmer les ardeurs du monde. Si nous devons nous rappeler des faits historiques, nous devons penser à ce qui s'est passé lors des premières et secondes guerres dites mondiales. L'Afrique a été au cœur de ces enjeux. Et lorsque l'Afrique, ayant participé auprès de ceux-là même qu'il avait mis en esclavage et qui étaient en train de la piller sous le régime de la colonisation, après avoir offert sa poitrine, après avoir été utilisé comme chair à canon, après avoir délivré la France, eh bien, une fois que la victoire a été acquise, l'Afrique s'est retrouvée, encore une fois, dans son meilleur rôle d'esclave, de peuple sous domination totale. Et c'est ainsi que on a vu des épisodes de notre histoire, comme le camp de Tiaroy, avec des combattants qui se sont battus pour la France. Et lorsqu'il s'est agi de réclamer leur solde, ont été fusillés. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de nos anciens combattants qui ont donné leur poitrine pour la France n'ont jamais eu d'égale reconnaissance. Comme quoi, l'Afrique a participé au conflit
de la Première et de la Seconde Guerre dite mondiale, l'Afrique n'a pas eu son mot à dire. Et le monde s'en est allé dans une envolée de destruction, de tragédie. Et nous pensons que aujourd'hui est différent d'hier et que plus que jamais, plutôt que de voir l'Afrique comme un continent de non-pensée, un continent sans vision, un continent qui doit faire que obéir en échange des billets de banque qu'on imprime au FMI, à la Banque mondiale, et qu'on lui tend pour pouvoir lui dire sa façon de penser, nous pensons que le temps est venu pour l'Afrique de dire sa vision au monde. Parce que nous sommes, si besoin était de le rappeler encore, sur cette planète, le peuple primordial, le premier peuple de cette terre. Nous sommes de ce fait-là la matrice même de toute civilisation humaine, de toutes les sciences. Nous sommes également le peuple dont le règne sur la scène internationale a été le plus long, le plus paisible, le plus rayonnant, qui a été le plus enrichissant pour l'humanité. Bien avant que tout récemment ne commence cette histoire d'esclavage, d'abord par les Arabes, ensuite par les Occidentaux. L'Afrique était une civilisation rayonnante qui était établie même sur tout le territoire européen. Et tout un pan de l'histoire qui a été occulté à la faveur de l'œuvre coloniale et son prolongement actuel. Et aujourd'hui, nous pensons que le monde doit franchir un nouveau cap, mais cette fois-ci, un cap beaucoup plus positif. Nous voulons que l'Afrique puisse dire au monde ses solutions. Et en ce qui me concerne, je crois fermement que cette contribution que l'Afrique peut faire est loin d'être négligeable. Pourquoi? Alors, je voudrais prendre une image pour que la plupart d'entre vous puissiez me suivre plus facilement. Si nous interrogions deux enfants en leur disant, voici deux jouets que je vous donne, qui sont des jouets qui sont précieux à leurs yeux, puisque c'est leur jouet préféré. Et nous leur disions de reconstruire les jouets et
de détruire ces jouets-là. Nous pourrions faire cette expérience avec nos enfants. Et nous pourrions les observer faire usage de leur créativité, faire usage de leur capacité de production pour construire ces jouets. Et également, leur demander de détruire ces jouets-là. Le résultat pourrait vous étonner si vous demandez à vos enfants qu'est-ce qui a été le plus difficile à faire? Était-ce de construire? Est-ce que le mérite qu'ils avaient, c'était plus de construire le jouet en utilisant leur créativité, leur énergie, leur temps, ou le plus compliqué, c'était de détruire le jouet? Et qu'est-ce qui leur a procuré le plus de plaisir? Était-ce de détruire ce jouet-là ou de le construire? Aujourd'hui, si nous posons la question aux nations dites puissantes de ce monde, elles répondraient que, contrairement à ses enfants, elles diraient que ce qui est le plus important pour elles, c'est la capacité de détruire. C'est-à-dire que non seulement ces nations ne sont pas capables de créer la vie, de construire la vie, mais elles sont dans leur conception de la politique, elles sont toutes positionnées en termes de puissance sur leur capacité de détruire. C'est-à-dire que plus une nation est capable de détruire 100 fois la planète, et plus elle est puissante. Alors, pendant le temps que les États-Unis avaient cette capacité de rétorsion contre quiconque, il y avait un ordre international qui avait l'air de marcher, de tenir la route, tant que c'est les États-Unis qui disent la couleur du monde, qui fixent le taux de richesse auquel telle nation ou telle autre peut prétendre. Dès lors qu'il s'est agi d'équilibre des forces et que d'autres nations ayant subi l'injustice des nations dites industrialisées pendant des dizaines d'années se sont armées et ont naturellement cherché à rattraper leur retard en termes de dissuasion afin de pouvoir apporter le change pour instaurer un ordre qui soit plus juste, plus durable. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un contexte inédit où le monde est en train de changer. L'ordre mondial connu jusqu'à ce jour
est en train de se transformer, d'évoluer vers un ordre, à mon sens, beaucoup plus juste, beaucoup plus respectueux des peuples, de leur liberté et surtout de leur droit de s'autodéterminer. Alors, ces nations qui jusque-là se voyaient comme étant des nations fortes et puissantes, dès lors qu'elles étaient capables de détruire, de bombarder toute nation qui n'était pas d'accord avec leur volonté, ces nations ont commencé donc à vouloir renverser la table. Donc, plutôt que de chercher à instaurer un ordre plus respectueux des peuples, ces nations qui ont fait régner l'instabilité chronique, l'injustice, le désordre partout dans le monde, veulent aujourd'hui renverser la table parce qu'elles se sont arrogées le droit divin d'être les nations dominatrices par la violence, par la capacité de destruction maximale. Donc, dans ce contexte-là, tout comme pendant la Seconde et la Première Guerre dite mondiale, le théâtre africain est le gâteau qui attise les appétits et qui attise justement les volontés guerrières de ces nations qui se sont persuadées que l'Afrique était destinée à demeurer éternellement leur chasse gardée et que les peuples d'Afrique étaient destinés à leur servir que d'esclaves. C'est ainsi que ce système dit capitaliste, qui a été construit sur la base du système esclavagiste, qui, dans sa conception, ne se développe que au détriment de peuples dits inférieurs ou attardés, ou plutôt plus exactement des peuples qu'on attarde afin de pouvoir être nous, peuple civilisé, peuple développé, nous devons attarder les autres, les piller, leur priver de toutes leurs ressources, afin de pouvoir évaluer notre puissance à nous. Eh bien, cette politique qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui a atteint ses limites. Et avec cette nouvelle donne, le monde est en train d'évoluer vers un nouvel état d'équilibre. Cet équilibre, évidemment, restera précaire tant que l'Afrique, les peuples d'Afrique, n'auront pas suffisamment pris leur part pour
imposer, pour impacter l'orientation de cette transformation profonde qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors, pour moi, le peuple africain, quel que soit l'endroit où il se trouve, qu'il soit sur le continent, qu'il soit dans la diaspora, a l'avenir de l'Afrique entre ses mains. Parce que nous pouvons tous faire le constat que le pouvoir politique, le système politique qui a cours en Afrique aujourd'hui est un système qui est complètement sous la domination de mafias internationales, donc de conglomérats qui mêlent à la fois politique, des intérêts politiques, des intérêts militaires, des intérêts économiques, pour confisquer le droit du peuple d'Afrique de s'autodéterminer et de déployer par ses propres moyens son projet de développement. Alors, c'est une chose de constater ce fait-là. Nous l'avons tous constaté et je ne suis pas le premier à faire un pareil résumé de cette situation que nous vivons. Donc, une chose est de faire ce constat, une autre, bien plus importante, est d'être capable de regarder en nous-mêmes, en tant que peuple d'Afrique, quels sont les leviers d'action que nous n'arrivons pas encore à activer de sorte à pouvoir être capable de non seulement faire face à nos défis, mais pouvoir contribuer véritablement et de façon décisive à impacter le cours de l'histoire du monde. Après réflexion, après avoir travaillé sur les idées qui peuvent permettre à l'Afrique d'opérer ce véritable processus de transformation, eh bien, il m'est apparu évident que c'est en permettant aux Africains, je dirais même mieux, c'est en
n'osant devenir nous-mêmes des peuples africains, c'est-à-dire c'est en osant devenir qui nous sommes, en osant assumer qui nous sommes, que nous allons pouvoir non seulement vaincre les velléités colonialistes qui sont aujourd'hui même en train de redoubler de force sur le continent, mais c'est en acceptant de devenir qui nous sommes que nous allons pouvoir activer des solutions nouvelles qui peuvent non seulement nous permettre de résoudre nos problèmes, mais aussi d'être force de proposition, force d'inspiration pour le monde. Et c'est en faisant ce travail que j'ai cru nécessaire de prendre un certain nombre d'initiatives. Parmi ces initiatives, il y a cette plateforme, aquaba.org, qui est en fait une alternative au système politique actuel que nous connaissons depuis l'avènement des systèmes politiques multipartisans dans nos pays d'Afrique. Ces systèmes politiques multipartisans qui ont été à la base de bien des désastres, année après année, et qui font que, après chaque élection, ou bien au moment de chaque élection, nous vivons toujours des drames. Et qui font que, année après année, l'Afrique régresse. Donc, il apparaît évident qu'en termes de logiciel, en termes de système politique, aujourd'hui, l'Afrique, que ce soit au niveau de l'Union africaine qu'au niveau de nos micro-États-nations, eh bien, notre système politique a été complètement mis hors d'état d'usage. Et il s'avère donc important de pouvoir réfléchir autrement que dans les frontières délimitées par le système de la colonisation qui, bien évidemment, nous a légué une administration qui, bien sûr, n'aurait jamais pu constituer une espèce de menace pour ses intérêts. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des constitutions qui sont écrites par des étrangers pour nous. Nous nous retrouvons avec toute notre économie locale qui est dépendante à titre exclusif d'importation. Nous nous retrouvons avec nos ports qui sont gérés de façon exclusive par des entreprises étrangères. Nous nous retrouvons avec notre système éducatif qui est géré par et pour des intérêts étrangers. Et j'en passe, tellement la liste est longue.
si cela peut se faire pendant 60 ans, sans qu'il n'y ait de risque que cela change, c'est quelque part parce que nous-mêmes, nous sommes défaillants. C'est en partant de ce postulat premier que nous pouvons enclencher le reste des transformations structurelles nécessaires afin de pouvoir faire face à l'affront. Parce qu'il s'agit d'un véritable affront à l'intelligence de nos populations. Prétendre que ce système politique corrompu, criminogène, qui a été mis en place par l'administration coloniale en vue de bloquer toute capacité d'industrialisation, toute capacité de développement de l'Afrique, est la seule possibilité que nous, peuple d'Afrique, nous pouvons admettre. C'est insulter l'intelligence de nos peuples. Moi, je crois que le moment est venu pour l'Afrique de rompre de façon radicale avec des schémas politiques inadaptés à nos enjeux. Voilà pourquoi, en réfléchissant à la situation de notre continent, de nos défis, des défis qui sont très importants, parce que les données montrent que notre population jeune, vaillante, est aujourd'hui abandonnée à elle-même pour la simple et bonne raison que les mesures qui ont été imposées par des institutions internationales telles que le FMI, la Banque mondiale et toute l'architecture financière internationale ont fatalement empêché nos pays de faire les investissements nécessaires en vue de construire des unités de transformation de nos produits. Tant et si bien que aujourd'hui, nous n'offrons à notre jeunesse que des opportunités de fonctions administratives pour la plupart du temps. Tout ce qui concerne l'industrie étant externalisé en Chine, en France, et désormais même tout ce qui concerne les chaînes de distribution dans nos pays, tout ce qui concerne la consommation, le marché de la consommation intérieure, étant aussi confisqué par la France et désormais par l'Union européenne, puisque c'est cela qui se dessine à l'horizon. Cela fait dire à ceux-là même qui confisquent nos ressources et toute possibilité d'initiative économique dans nos États que la jeunesse africaine qui est en train de croître en nombre est une menace pour la quiétude de l'Europe
Et puisque l'Europe a peur de cette démographie galopante en Afrique, alors les mesures envisageables et envisagées par ceux-là même qui sont à la base du problème, c'est de réduire la population africaine, coûte que coûte et vaille que vaille. C'est ainsi que nous avons assisté à des discours officiels de responsables politiques français, européens, appelant à mettre en œuvre des mesures pour combattre la croissance démographique africaine. C'est un défi qui nous est donc posé aujourd'hui. Est-ce que face à cette croissance démographique qui devrait être en vérité une chance, une richesse, une opportunité formidable pour l'Afrique, comment nous pouvons faire en sorte que cette croissance démographique soit plutôt une puissance comme elle a pu l'être dans des pays comme la Chine, dans des pays comme l'Inde, partout ailleurs dans le monde. Nous pouvons le faire uniquement en changeant de paradigme. Et c'est pour cela que je viens avec vous, avec cette vision politique qui transcende le système des partis politiques. Parce que aujourd'hui, si nous avons une difficulté dans nos pays d'Afrique, c'est que cette exacerbation des divisions entre nous, qui sont chaque fois établies sur des aspects artificiels et toujours orientés dans une logique de conquête politique, comme nous l'avons vu en Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Nous avons vu les médias français et, dans une moindre mesure, un peu les médias internationaux exacerber les divisions entre les groupes ethniques, entre les peuples du Nord, les peuples du Sud. Et nous avons vu également les mêmes phénomènes un peu partout. En Centrafrique, pareillement, les anti-Balaka, les Séléka, etc., etc. Donc, quel que soit le pays, nous voyons toujours la même stratégie qui consiste en permanence à exacerber toute forme de division pour combattre toute capacité à œuvrer ensemble, pour empêcher que nous puissions avoir une vision qui soit autre, plus longue, une vision qui soit beaucoup plus globale que la petite frontière
que l'État colonial a voulu délimiter pour nous. Je vais vous donner un exemple de cet état de fait. Au début de la guerre en Ukraine, vous avez vu que l'Afrique a été convoquée afin que l'Afrique puisse donner son point de vue, que l'Afrique puisse contribuer à résoudre la crise. Et là, vous avez vu que avant même que l'Afrique ne vienne en Russie, un ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, a dû faire une visite au président Macky Sall au Sénégal, président en exercice de l'Union africaine, afin que celui-ci puisse porter les revendications qui sont liées aux céréales, parce que sinon, l'Afrique mourrait de faim. Voici un événement important sur la chaîne internationale. Et l'Afrique étant appelée pour contribuer à la résolution de cette crise, eh bien, on confine l'Afrique à aller demander des céréales, alors que il était bien, là aussi, question de faire confiance à nos capacités pour pouvoir retrousser nos manches et œuvrer pour promouvoir des céréales locales. Et les céréales, nous n'en manquons pas en Afrique. Et ces événements qui sont récurrents trahissent bien non seulement les chaînes dans lesquelles l'Afrique est emmêlée, mais trahissent également la corruption qui règne au niveau de ces instances dites internationales. Nous avons besoin, donc, pour pouvoir déployer une alternative crédible à ce système politique, à la fois local, mais aussi international, l'Afrique doit mettre en avant sa propre idéologie. Et cette idéologie que je vais m'attacher à promouvoir afin que nous, peuple d'Afrique, nous puissions nous affirmer partout dans le monde, c'est cette idéologie que l'on a appelée Ubuntu, qui est à la base de ce que certains avaient connu. Je parle notamment dans cette histoire de la France sous forme de commune. À l'époque, il y a eu une histoire de la France où il y a eu une guerre entre les masses prolétaires et les riches capitalistes. Et à cette époque, il y avait effectivement le système des communes qui avait été mis en place en France et qui permettait effectivement aux ouvriers de pouvoir administrer leurs propres affaires et de pouvoir aussi
contribuer à la résolution des affaires publiques. C'était la mise en œuvre du Ubuntu à l'échelle française il y a de cela quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, nous, peuple d'Afrique, sommes face à ce défi. Le système politique des partis politiques ayant failli, avec cette incapacité chronique de pouvoir travailler ensemble pour résoudre durablement les défis qui se posent à nos peuples. Nous devons, nous, populations africaines, nous, jeunesse africaine, nous, scientifiques, historiens, populations africaines, dans leur domaine de spécificité respectif, doivent pouvoir se mobiliser afin que nous puissions travailler ensemble. Et cette démarche que moi, je vous propose aujourd'hui, c'est une démarche autoréférentielle qui est différente de la démarche des communes que nous avons vues en France il y a de cela quelques dizaines d'années. Mais c'est une démarche qui se fonde sur notre culture et notre tradition profonde en tant que peuple d'Afrique. Ubuntu, c'est cette maxime qui permet de résumer rapidement l'idée du Ubuntu, mais qui n'épuise pas le fond de ce qu'est Ubuntu. Ubuntu, c'est « je suis parce que nous sommes ». C'est-à-dire, autrement parlé, en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de dire « c'est l'homme qui fait l'homme ». C'est l'homme qui fait l'homme. Dans la culture beaucoup plus occidentalisée, on pourrait dire, mais c'est assez partiel dans le sens, c'est que l'homme est un animal social. Bon. Ubuntu, ça revêt davantage que ça. C'est-à-dire que nous sommes des êtres vivants. Et du simple fait même que nous soyons des êtres vivants, nous avons des droits qui sont intrinsèques à notre être-té, si je peux dire les choses ainsi, à notre nature d'être vivant. Et ça ramène au sacré de la vie. Nous considérons, nous, peuple d'Afrique, qu'il n'y a rien de plus sacré que la vie, que la nature. C'est pour cela que nous avons toujours pris le parti, à travers nos traditions ancestrales, de toujours privilégier les lois naturelles. Dans la façon d'organiser notre vie sociale, dans la façon d'organiser notre vie économique, nous avons toujours pris en compte les temps, les saisons, les rythmes, afin de pouvoir respecter le rythme et l'ordre naturel des choses. Nous avons l'ambition
à travers ce système de commun politique que nous voulons opposer au système des partis politiques. Nous avons l'ambition de contribuer à faire émerger dans tous les domaines d'activités, d'expérience de nos États, des centres d'intérêt communs entre toutes les parties prenantes. Nous voulons faire prévaloir, avant toute chose, les centres d'intérêt communs à l'échelle de nos pays, à l'échelle de notre continent, afin de pouvoir imposer au système politique de se rassembler autour de ce que je peux appeler plus petit comme un dénominateur. Mais en vérité, lorsque nous serons Ubuntu, nous serons capables de déterminer, n'est-ce pas, le plus grand dénominateur commun. Ce qui vaut la peine que nous tous nous retroussons les manches pour travailler ensemble, quels que soient nos partis politiques. Les peuples d'Europe arrivent à le faire tant qu'il s'agit d'aller piller les autres peuples, tant qu'il s'agit d'aller détruire à coups de bombes les autres peuples. Nous qui avons subi jusqu'ici ces appétits criminels, le temps est venu pour nos peuples de regarder autrement leur centre d'intérêt véritable. Aujourd'hui, si nous, peuples d'Afrique, nous ne nous réveillons pas, nous allons pouvoir assister au déclin de notre démographie et notre jeunesse sera exactement décimée comme il a été planifié par ces politiques savamment orchestrées. Aussi, notre but en prenant ces initiatives, c'est de mobiliser nos consciences collectives, les consciences individuelles, afin que nous puissions tous contribuer, quel que soit l'endroit où nous sommes, que nous soyons sur le continent ou que nous soyons dans la diaspora de l'Afrique, que nous puissions avoir pour plus grand dénominateur commun la libération de l'Afrique de ses chaînes de mise en esclavage économique, de ces chaînes de mise en esclavage politique, pour permettre que nous puissions enfin offrir aux futures générations un autre lendemain que cet esclavage qui s'annonce beaucoup plus féroce que ce que nous avons connu jusqu'à ce jour, si nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble au-delà des intérêts partisans pour œuvrer et construire des solutions pourvoyeuses d'opportunités pour notre jeunesse. Je pense que nous
devons le faire, que nous pouvons le faire. Mais nous manquons de solutions pour pouvoir agir ensemble. Raison pour laquelle je me suis attelé au cours de ces dernières années à concevoir et aussi à mettre en œuvre un ensemble de solutions que j'ai organisées sous forme d'un écosystème. Et cette plateforme, aquaba.org, qui est notre commun politique uninational pour l'Afrique africaine, que cette plateforme puisse, que cette plateforme, bien sûr, qui constitue un élément important de cet écosystème, mais pas que. Dans cet écosystème, nous avons également des médias. Nous avons un réseau économique que nous nous efforçons de construire et des outils de management que nous proposons afin de pouvoir accompagner cet effort à l'échelle du continent, mais aussi à l'échelle de nos pays respectifs. Nous voulons promouvoir une nouvelle vision, une ambition nouvelle pour l'Afrique. Nous voulons que l'Afrique puisse apporter une contribution pour apaiser les tensions qui sont dans le monde aujourd'hui. Car nous l'avons bien compris, que l'Afrique, c'est l'enjeu. Mais si le peuple d'Afrique se contente d'attendre et le peuple d'Afrique ne se bat pour rien, lorsque nous aurons fini d'assister à cette guerre qui sont en train de se mener entre eux, nous rentrerons dans un esclavage beaucoup plus dur, beaucoup plus féroce que ce que nous avons connu jusqu'ici, puisque avec l'intelligence artificielle qui est en train de se déployer, nous aurons bien peu de moyens de nous battre contre des ordinateurs. Nous avons, devant l'histoire, une responsabilité à prendre. Moi, je viens à vous avec la conviction que le moment est venu pour nous, peuple d'Afrique, d'agir de façon positive pour impacter durablement l'histoire de ce monde. J'ai eu, lors de conférences comme celle-ci, à souvent vous citer le texte biblique de 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Il déclare que celui qui retienne encore jusqu'à ce qu'il soit rejeté. Si l'esclave, si celui qui est tenu en servage ne rejette pas son asservissement, nul ne viendra réguler les appétits de ceux qui profitent de sa mise en esclavage. Comment voulez-vous que quelqu'un qui se lève tous les matins et qui peut s'asseoir et avoir à manger et être servi à table sans rien faire, que du jour au lendemain, parce qu'il aurait été visité par le Saint-Esprit, il puisse amoindrir son appétit, il puisse s'éveiller à l'état de conscience de la nécessité de faire un effort
alors qu'il a il a la possibilité de ne pas faire d'efforts. C'est toujours l'esclave qui doit dire non. Et tout l'enjeu aujourd'hui de nos pays, c'est de pouvoir forger cette conscience de ce que nous sommes des êtres vivants et que de ce fait-là, nous avons des droits naturels à nous autodéterminer, tout comme les autres peuples de la Terre. Alors, en venant avec cette vision du commun politique uninational africain, je veux alimenter notre réflexion commune. Je veux également appeler à notre action collective afin que, au-delà même des réseaux sociaux, afin que, au-delà de ce genre de rendez-vous comme nous sommes en train d'avoir aujourd'hui même, nous puissions agir ensemble pour, en tout cas, impacter sur les événements qui se déroulent aujourd'hui. L'Afrique est restée silencieuse pendant trop longtemps. Le moment est venu pour que l'Afrique puisse s'organiser, se donner les systèmes politiques qui conviennent à sa culture propre, à son identité, à ses aspirations. Et nous voulons que par nous-mêmes, par nos propres moyens, nous puissions construire une Afrique authentique, une Afrique africaine, pas une Afrique européenne, pas une Afrique chinoise, pas une Afrique russe, mais que nous puissions construire une Afrique authentiquement africaine, moderne. Il n'y a pas d'antagonisme à cela. Les sciences, nous les maîtrisons. Et nous allons construire une Afrique authentiquement africaine, une économie authentiquement africaine, qui est en alignement avec notre propre système de pensée, avec nos ressources propres, nos capacités industrielles propres. Et cette ambition-là, nous avons besoin de nous inscrire dans un paradigme nouveau, dans une vision nouvelle, pour pouvoir parvenir à accomplir cela ensemble. En venant à vous aujourd'hui, tout comme j'ai pu le faire au cours des dernières années, c'est avant toute chose non seulement une ambition qui m'anime, mais surtout une certitude que nous avons l'opportunité de transformer durablement le monde. L'Afrique seule est capable, de par son histoire, de par sa géographie,
de par sa multiplicité culturelle. L'Afrique seule est capable d'inspirer au monde les bases de cette nouvelle approche des relations internationales qui puisse se fonder non pas sur la capacité de détruire, non pas sur la capacité de détruire, mais sur la capacité de construire ensemble pour ériger un nouveau monde qui permette à tous les peuples de cette planète de vivre de façon décente et de permettre à la vie de s'épanouir. L'Afrique seule a la capacité de le faire parce que l'Afrique, c'est la matrice. C'est la matrice de cette humanité. Et si l'Afrique se tait aujourd'hui pour regarder le monde, mener les débats, je ne me fais pas d'illusions. Je sais très bien que ceux parmi les hommes politiques de l'Union africaine, parmi les hommes politiques locaux dans nos pays qui sont aux affaires aujourd'hui et qui sont tenus par des intérêts particuliers et par des intérêts étrangers et qui doivent bien sûr honorer leurs engagements et obéir aux ordres. Je parle aujourd'hui des autres, ceux-là qui ont l'Afrique dans leur cœur et qui ont l'Afrique en vision, ceux-là qui sont capables d'imaginer un avenir en dehors de l'esclavage. C'est de cela que je parle aujourd'hui. Je parle de cette Afrique qui bouillonne de frustration parce qu'elle n'a pas les moyens d'exprimer sa créativité. Je parle de cette Afrique qui en a marre que tout le monde vienne s'enrichir en Afrique. Et que ceux-là même qui doivent construire l'Afrique sont mis hors jeu systématiquement. Je parle de cette jeunesse qui a besoin de se mobiliser pour que nous puissions relever le défi et c'est une conviction qui m'anime à chaque fois que je viens devant vous. Que non seulement nous allons réussir à relever ce défi-là, mais surtout, le monde pourra être fier de ce que, parce que les peuples d'Afrique ont pu se mobiliser, la paix a pu être restaurée dans le monde. Le peuple d'Afrique n'a pas d'armes nucléaires, n'a pas d'armes de dissuasion, mais le peuple d'Afrique a l'expérience, les prédispositions, la culture nécessaire pour inspirer, pour faciliter l'instauration des règles qui vont régir
ce monde multipolaire qui est en train d'être négocié en vue de sa mise en place. C'est à nous, peuple d'Afrique, de nous impliquer. Et je sais que en cette matière, il y a, comme moi, beaucoup d'autres jeunes Africains, beaucoup d'autres vieux ou vieilles Africaines qui sont mobilisés. Nous avons faim, nous avons soif de ce que notre peuple puisse se relever pour prendre sa place dans ce monde, enfin. Et il nous faut franchir le cap de l'action collective. Il nous faut nous donner les moyens de pouvoir agir de façon collective et de façon, non pas concertée, mais de façon spécifique, pour que chacun puisse exprimer son énergie, ses compétences, ses capacités en fonction de son domaine, tout comme nos anciens ont su l'instaurer au fil des siècles passés. Aujourd'hui, quand vous allez dans les villages, vous pouvez constater que ces modes d'organisation, ces modes de production, ces modes de consommation sont ceux qui sont mis en œuvre dans nos villages les plus reculés. C'est le bon sens même qui permet ces modalités de gestion des affaires publiques, ce qui permet bien évidemment de construire cette harmonie que nous pouvons observer dans nos zones rurales les plus reculées. Aujourd'hui, le défi qui nous est posé, c'est de faire en sorte que nos zones urbaines, que nos systèmes politiques puissent s'aligner, être en alignement avec cette culture profonde de l'Afrique qui permet de pouvoir non seulement faire régner la justice, mais ça permet aux populations de pouvoir, de façon consciente, travailler ensemble pour résoudre les problèmes de nos communautés. C'est pour cela que, en Afrique, nous disons qu'il faut tout un village pour faire un homme. Que l'enfant n'appartient pas à l'État, bien sûr que non, mais l'enfant, le rejeton, la progéniture appartient à toute la communauté. Donc, nous avons du travail sur la planche et pour ce qui me concerne, je lance l'invitation afin que nous puissions œuvrer ensemble pour
faire déployer cet écosystème Ubuntu, dont fait partie Akwaaba, et que nous puissions, dans le cadre des outils et des solutions qui sont proposées par cet écosystème, faire avancer, n'est-ce pas, des solutions positives et ainsi contribuer à relever le défi qui se pose aujourd'hui à l'Afrique. En faisant cette démarche, je suis bien évidemment animé par la volonté de lire, par la volonté de prendre en compte les retours que vous pouvez faire sur les idées que je vous ai proposées et que je vous présente sur la plateforme akwaaba.org. Ce sont ces idées-là qui me mobilisent. C'est la conviction profonde qui m'anime, que j'ai posée là à travers ce commun politique uninational que je nous invite, nous tous, à construire à l'échelle de nos pays, mais aussi à l'échelle de l'Afrique, afin que nous puissions faire travailler tout le monde pour remettre l'Afrique autour de la table des grandes nations de ce monde. C'est mon rêve, c'est ma vision, et il ne se passera jamais de jour sans que je ne travaille pour atteindre cet objectif. J'attends avec impatience que nous puissions nous retrouver pour travailler ensemble, pour construire cette alternative crédible, que nous voulons crédible, à ce système politique qui, pour moi, n'a pas d'avenir. Parce que c'est un système politique qui confine notre jeunesse à ce qu'on appelle le désespoir, justement. Mais nous aurons l'occasion de revenir plus précisément sur cet aspect des choses. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous présenter la notion de commun politique. Mais sachez que cette notion de commun politique sera beaucoup plus détaillée dans le cadre de la conférence de presse virtuelle que je vais donner le 5 mai 2023. Je suis en train de la préparer. J'avais prévu de faire le sommet du leadership Ubuntu du 5 au 7 mai 2023, mais en lieu et place du sommet qui devait démarrer le 5, je vais faire une conférence de presse virtuelle qui va permettre de préparer le sommet du leadership Ubuntu qui va se faire du 29-30 juillet 2023 et ainsi donner l'opportunité, bien évidemment, de préparer davantage cet événement, de faire participer, puisque nous voulons créer une fondation du leadership Ubuntu, pouvoir faire
en tout cas le tour des spécialistes africains qui ont travaillé sur ce sujet du leadership Ubuntu, comme moi, et que nous puissions mettre en place ce corps de sciences sociales que nous sommes en train de construire. Et cela, bien sûr, doit se faire avec l'effort collectif de tous les experts qui ont travaillé sur le sujet, tous ceux qui sont passionnés par ce sujet-là. Et donc, voilà, ce sera des choses qui vont être annoncées progressivement. Je vais pouvoir aussi déployer la nouvelle version de mon site personnel ikwame.net. Les avancées actuelles me permettent d'envisager de le faire d'ici la fin de la semaine. Je vous annoncerai cela. Et je vous avais également annoncé une intervention qui me tient à cœur sur la thématique le rôle de l'Afrique et l'écuménisme religieux. Cela rentre bien évidemment dans la même ligne que ce que je vous ai exposé ici et ce dont nous aurons bien évidemment à parler ensemble lors du sommet du leadership Ubuntu, c'est-à-dire que pour changer le monde, nul n'est besoin de devenir président de la République. Pour changer le monde, nous devons être des êtres vivants, dotés d'une âme, d'une conscience et désireux de s'en servir. Comment s'en servir? Avec quels outils? Tel est le sujet que nous allons aborder dans le cadre du sommet du leadership Ubuntu. Donc, vous avez bien compris que pour moi, il s'agit d'un événement très important et je veux lancer un appel pour tous ceux qui sont passionnés de leadership Ubuntu, du management Ubuntu, ceux qui se sont investis dans un travail de recherche sur donc le management authentiquement africain, ceux qui ont développé des solutions applicatives qui permettent de mettre en œuvre cette idéologie africaine. Donc, autant de contributeurs qui sont sollicités pour organiser ce sommet du leadership Ubuntu. Voilà. Alors, pour terminer cette intervention, je voudrais en tout cas vous inviter à laisser des commentaires si vous avez pris le temps de me suivre. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, laissez des commentaires. Vous pouvez, en allant sur le site akwaba.org, je vais vous le partager. Vous pouvez découvrir notre démarche. Vous pouvez également, à partir de ce site, nous contacter. Et voilà, donc le site est là.
vous pouvez, à partir de ce site, nous contacter et nous nous ferons bien sûr une joie de vous répondre à vos interrogations euh, et une plus grande joie encore euh, de pouvoir travailler ensemble pour réaliser cette ambition commune qui est de faire triompher cette vision de l'Afrique africaine. Voilà, nous voulons construire une Afrique qui puisse euh, donner au monde une véritable saveur. Nous ne voulons pas construire une Afrique qui soit euh,
Donc, je partage avec vous cet écosystème que vous trouverez ici, mais que nous avons mis en commentaire. Eh bien, nous aurons l'opportunité d'œuvrer ensemble à travers cet écosystème et nous voulons bien évidemment que ces solutions que nous proposons soient eh bien, accessibles à tous. Voilà. Donc, ce sont des solutions qui sont aujourd'hui mises en œuvre dans le cadre de la vision que nous avons, mais ce sont des solutions pour tous et nous voulons bien évidemment que nous puissions tous nous mobiliser pour faire prévaloir cette vision de l'Afrique africaine. Voilà donc, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes d'Afrique, de Côte d'Ivoire, ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Sachez que j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger ma réflexion sur cette thématique de commun politique. C'est un sujet qui est passionnant, j'ai fait pas mal de recherches dessus. Je ne suis pas rentré dans certains détails, mais sachez que voilà, je reviendrai sur la notion même de commun politique à travers des articles de blog sur aquaba.org et certainement à travers le sommet du leadership Ubuntu, nous aurons la possibilité de revenir concrètement sur cela. Ensuite, je voudrais aussi vous rappeler que nous proposons des services, notamment sur le média afropolitics.com ainsi que le média solutionsafricaines.com. Donc, pour tous vos projets de communication, de publicité, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons effectivement des offres très intéressantes pour tous les entrepreneurs qui souhaitent eh bien, bénéficier d'une plus grande visibilité à travers nos médias. Donc, merci à vous pour ce moment que nous avons passé ensemble. Je vous reviens assez rapidement dans le cadre d'un autre live qui va concerner la thématique suivante, le rôle de l'Afrique et l'œcuménisme religieux, qui est un thème très, très central aujourd'hui dans la révolution que l'Afrique doit mener. Et c'est un sujet qui est assez grave aussi pour que nous puissions aussi le traiter. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous pour ce moment que nous avons partagé, que nous avons passé ensemble. Je vous reviens rapidement. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable soirée et je vous dis à très bientôt.